Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Jean-Hugues Ambodo. Depuis plusieurs mois, un changement de ton s'opère à Washington à l'égard du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Après des années de relations tendues marquées par des sanctions, des suspensions de coopération militaire et des critiques ouvertes contre les autorités de transition, les États-Unis affichent aujourd'hui leur volonté de repartir sur de nouvelles bases avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Une délégation américaine est d'ailleurs annoncée à Bamako avec un message clair, respect de la souveraineté malienne et volonté de renouer un dialogue stratégique, un positionnement qui tranche avec la politique menée depuis 2020 dans la région. Officiellement, Washington met en avant la lutte contre le terrorisme, la stabilité régionale et le développement économique. Mais dans le même temps, les États-Unis, il faut le dire, sécurisent déjà leur approvisionnement en minerais stratégiques à travers de nombreux projets, notamment le corridor de Lobito reliant l'Angola aux zones minières de la RDC et de la Zambie, soutenu financièrement par les États-Unis et l'Union européenne, qui permet notamment de réduire drastiquement les délais d'exploitation du cuivre et du cobalt, deux ressources essentielles pour les industries américaines. Dès lors, une question centrale se pose: le retour américain au Sahel, au-delà des ressources naturelles, ne s'inscrit-il pas dans une stratégie plus large de repositionnement politique, militaire et sécuritaire sur un continent appelé à jouer un rôle majeur dans les équilibres mondiaux de demain? Ce soir, nous analysons les véritables intentions de Washington, les marges de manœuvre des États de l'Alliance des États du Sahel et les implications de ce rapprochement pour la souveraineté, la sécurité et l'avenir géopolitique du Sahel. Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séquence de réflexion. Et naturellement, pour parler de cette thématique concernant les États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, les États-Unis ont-ils les moyens de reconquérir les trois pays du Sahel? Nous recevons, dans le cadre de cette réflexion, des experts de haut vol. Charlie Kenyé, bonsoir. Vous êtes analyste politique, mais surtout géostratège. Bienvenue. Voilà, je rappelle bien sûr que vous êtes avec nous depuis Yaoundé au Cameroun. Nous recevons également le professeur Nyaka Lagoke depuis Washington. Professeur, bonsoir. Je rappelle que vous êtes panafricaniste. Vous êtes également chercheur. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'opportunité. Je vous en prie, nous recevons également Larba Israël Lampo, Larba Israël, journaliste, mais surtout analyste politique. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique internationale. Alors, cher monsieur, Bonsoir. si vous le permettez, bien sûr, nous allons entrer tout de suite dans le vif de cet échange, de cette réflexion. Je commencerai par vous, professeur Nyaka Lagoke. Entre 2021 et 2023, et d'ailleurs jusqu'à 2024-2025, les États-Unis ont suspendu plusieurs formes de coopération avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Qu'est-ce qui, selon vous, explique concrètement ce revirement, j'y arrive, diplomatique aujourd'hui? D'abord, merci pour l'opportunité. Ça fait partie de la tradition des États-Unis de suspendre sa coopération avec tous les pays qui expérimentent des coups d'État qui ne soutiennent pas. Et donc, de ce point de vue, euh, on comprend qu'il y a eu des décisions prises pour pouvoir pour suspendre la coopération avec les États du Sahel qui ont connu respectivement des coups d'État. Mali, même si c'était des coups d'État soutenus par des mouvements populaires, Mali, Burkina et Niger. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu le coup d'État du Niger, le gouvernement américain, déjà, ne s'était pas aligné sur les positions de la France, qui avait voulu mobiliser un conseil de guerre pour aller restaurer, soi-disant, la démocratie, verser du sang pour remettre au pouvoir quelqu'un qui avait été renversé par un coup d'État qui n'était pas sanglant. Les Américains ont observé parce qu'ils espéraient pouvoir négocier avec les nouvelles autorités afin de maintenir leur base de drones ou leur base militaire là-bas. Mais quand on leur a demandé de partir, ils sont partis. Ils n'ont pas exprimé une arrogance particulière. Et là, avec ce qui se passe récemment, on sait que la Russie et la Chine ont des rapports renforcés avec les États du Sahel et puis avec beaucoup de pays sur le continent africain. Et les États-Unis, certainement, Trump a été convaincu par l'état profond
pour qu'il arrive à renégocier avec les États du Sahel. 3 objectifs. Le premier, c'est pour pouvoir négocier une nouvelle dynamique, une nouvelle trajectoire des relations entre les États-Unis et les États du Sahel. Que le deuxième objectif, l'Amérique veut essayer d'engager ces pays pour des questions de sécurité, des questions économiques. Le troisième élément, sur la base de ce que j'ai vu, les États-Unis veulent respecter l'esprit de souveraineté dans les États du Sahel. Je pense que veulent être un peu plus une forme de et donc c'est ce qui est extra. Hmm. D'accord, merci, hein, professeur Nyaka Layoki. Je me retourne vers vous, Charlie. Euh, Je me retourne vers vous, hein, Israël Labalompo. Alors, ce revirement, hein, des États-Unis, ce changement de posture de la part des Américains, est-ce qu'on peut attribuer cela à l'échec de la politique occidentale dans la région, notamment avec le recul de l'influence occidentale, notamment celui de la France, avec des fermetures de bases, des ruptures d'accords? On se souvient d'ailleurs qu'au Niger, par exemple, l'une des plus grandes bases des États-Unis d'Amérique dans la zone avait également été fermée. Est-ce qu'on peut attribuer ce changement de posture à ce résultat politique dans la région? Merci. Pour moi, je pense que en réalité, il n'y a pas eu de changement de posture. Si on se souvient, les États-Unis ont toujours voulu avoir un pied au Sahel. Si vous vous rappelez, la création d'Africom, qui est installée aujourd'hui en Europe, avait pour objectif à sa création d'être implantée au Sahel, notamment entre le Mali et le Niger à l'époque. Mais la présence du colonel Kadhafi, qui s'était carrément opposé, avait obligé donc les Américains à aller implanter donc Africom, je pense en Allemagne, je pense, voilà. Et donc le siège d'Africom qui n'est plus qui n'a pas été accepté au Sahel et qui a été envoyé donc au niveau donc de l'Europe et montrer l'ambition que nourrissaient les États-Unis par rapport au Sahel. Lorsque vous regardez également tous les événements qui ont succédé, qui se sont suivis donc au niveau du Sahel avec les changements de régime et l'arrivée des militaires au pouvoir, vous allez constater que les États-Unis ont toujours été prudents quant à la réaction violente que la France voulait imposer donc au reste de la communauté internationale contre le Sahel. Et donc, ils ont été très intelligents, très stratèges. Ils n'ont pas voulu tout de suite aller en guerre contre donc, les pays du Sahel parce que tout simplement, c'était très réfléchi et qui avaient des ambitions, des ambitions de longues années pour le Sahel. Pour ce qui concerne le Burkina particulièrement, vous aurez remarqué que les États ne sont pas partis. Leur base militaire est toujours au Burkina Faso et à 50 km de la capitale burkinabé Ouagadougou. Et donc, les États-Unis sont toujours restés prudents quant à l'engagement ou encore à la désapprobation de la ligne politique que les autorités burkinabées, nigériennes ou maliennes avaient adoptée. Même si au Niger, on a vu que les Nigériens, les autorités nigériennes avaient obligé donc les États-Unis à rappeler donc leur base militaire, plus de 1100 soldats américains, à quitter le territoire nigérien et les autorités américaines ne sont pas montées au créneau comme l'aurait souhaité le président Macron en son temps pour mener une guerre contre le Niger. Et donc ce retour, ce qu'on appelle un retour, n'est que simplement une continuité d'une politique savamment réfléchie et que Donald Trump est en train donc d'activer pour essayer donc de calmer le jeu et étudier, voir la ligne de conduite ou
quelle direction donc ces pays-là allaient aller et quel allait être le soutien populaire que ces dirigeants allaient bénéficier pour ne pas avoir à faire donc à choisir le mauvais camp. Alors donc ce signal de retour ou encore d'affirmation donc des États-Unis vers le Sahel les permet non seulement d'avoir un pied de nouveau un pied au Sahel plus solide, mais également d'avoir un œil sur ces concurrents que sont la Chine, la Russie et aussi comme les Émirats arabes unis et le Qatar qui sont fortement présents au Sahel à travers le financement des groupes armés terroristes que nous voyons qui sont en train d'endeuiller donc la sous-région. Professeur Naka Lagoke, je reviens vers vous. Pour Israël, là-bas, on n'assiste pas à un changement de posture, mais plutôt à une continuité dans ce qui a toujours été la politique de Washington. Tout à l'heure, vous parliez, professeur, de continuité, notamment dans cette tradition des États-Unis d'Amérique consiste à rompre de la coopération et à la rétablir plus tard lorsque justement ils ne sont pas en accord avec la manière dont certaines autorités arrivent au pouvoir. Mais certains pensent que ce changement de posture ou alors ce changement apparent de posture serait dû à la position stratégique ou alors aux minerais que possèdent justement les États de l'AES. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, professeur? Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'il y a une urgence en termes d'exploitation de minerais dans les États de l'AES qui pourrait justement justifier cette démarche de la part des États-Unis? Oui, moi je pense que quoi, le frère ou l'ami qui a parlé a dit de très bonnes choses. Oui, bon, on peut parler de stratégie, changement, parce que c'est par rapport à Donald Trump qu'on parle de changement de stratégie. Sinon, l'Amérique, même quand elle n'est pas particulièrement engagée dans beaucoup d'espaces dans le monde, l'Amérique est impérialiste. Et donc, elle fait tout pour pouvoir asseoir son empire. Et donc, ça veut dire que toute la planète Terre considérée comme étant une extension du territoire américain et toutes les ressources du monde font partie des ressources que l'Amérique a le droit, se donne le droit d'exploiter. Ici, il y a deux éléments pour ne pas aller plus loin. Je pense comme tout à l'heure je l'ai dit, que l'État profond américain a certainement convaincu Donald Trump qui voulait se désengager de beaucoup de choses, certainement de l'Afrique. Et puis, donc, subitement, on voit que il veut aller sauver les chrétiens au Nigeria. On voit Donald Trump qui veut naturellement renouer les relations avec les États du Sahel. Je pense que en dehors des minéraux que Donald Trump veut certainement avoir de façon désespérée, il a dit quand il s'intéresse au Canada, quand il s'intéresse à Groenland, quand il s'intéresse au Venezuela, quand il s'intéresse à l'Iran, quand il s'intéresse à la République démocratique du Congo et maintenant les États du Sahel, l'Amérique de Donald Trump veut sécuriser au maximum les ressources de la planète Terre. Donc ça, il n'y a pas de débat à ce niveau. L'or du Burkina, le pétrole qu'on retrouverait au Mali, au Niger, et bien d'autres ressources, l'uranium, c'est tellement sur auquel ils vont s'intéresser très bientôt. Mais l'autre élément, qui est un facteur qui est important, qu'on pourrait considérer comme un facteur favorable ici, c'est le fait qu'il y a une très mauvaise relation aujourd'hui entre l'Union européenne et puis les États-Unis. Les Européens le font toujours, ou les Occidentaux. Si à un moment donné, il y a une tension, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller récupérer l'espace de l'autre? Donc, on va pas faire un cours d'histoire ici. Le Togo et puis le Cameroun, juste pour donner ces deux exemples-là, quand l'Allemagne a commencé à se fragiliser, ces deux territoires, on a vu la France et l'Angleterre qui ont voulu s'approprier ces territoires-là. Alors donc c'est la même chose aujourd'hui, la France est certainement fragilisée dans les États du Sahel et puis en Afrique, l'Amérique veut se positionner pour tirer davantage profit et c'est ce qu'ils ont fait déjà quand Biden était au pouvoir, quand on leur a demandé, en fait, quand il y a eu le coup d'État, ils n'ont pas voulu mobiliser la planète Terre pour aller faire la guerre contre le Niger, contre le général Tchiani. Donc voilà ce que je peux dire. Donc pour me résumer, deux éléments. Les questions stratégiques de l'hégémonie américaine et puis les questions économiques, l'exploitation des minéraux qui existent sur la planète Terre et notamment dans les États du Sahel.
Israël Abalompo, le professeur, parle justement de questions stratégiques. On se souvient quand même que avant 2023, les États-Unis disposaient de bases de drones et de centres de renseignement au Niger, notamment à Agadez. L'on se souvient de la fameuse base 201 d'Agadez. Le retour américain, selon vous, pourrait-il justement viser à reconstituer également ce dispositif quand on sait la position stratégique qu'occupe justement les États du Sahel sur le plan géographique? Oui, je pense que c'est l'un des souhaits des États-Unis, perdre un pays comme le Niger, qui est très riche en uranium et en d'autres ressources naturelles. Et il y a le pétrole qui est là. Et tout récemment, dans les années 2019, il y a eu une étude qui avait été commanditée par l'Union européenne, qui avait été dirigée par une société, réalisée par une société canadienne euh, pour, pour essayer d'explorer la zone des trois frontières, principalement au sud, à l'ouest du Niger, avec à sa frontière avec le Burkina, et qui avait révélé la présence d'énormes ressources naturelles qui ne sont pas encore exploitées, notamment les hydrocarbures, du diamant, du pétrole également, et qui partaient donc dans cette zone-là, et bien, c'est toutes ces ressources qui sont non exploitées, qui ne sont pas encore exploitées, et avec l'appétit de Donald Trump d'avoir le contrôle, comme le frère le disait, d'avoir le contrôle de toutes les matières premières du monde ou les richesses du monde, eh bien, il est clair que les États-Unis vont essayer encore de se repositionner militairement au Sahel, même si ça va être très difficile pour eux d'être au niveau du Niger, ils vont renforcer certainement, ils vont tenter de renforcer certainement leur présence militaire au niveau du Burkina, mais aussi, pourquoi pas, le Mali, où qui a aussi, qui renferme aussi d'énormes matières premières très recherchées donc, au monde. Il est évident que les États-Unis vont essayer là-bas aussi avoir une base militaire. On ne sait pas comment ça va se passer avec les autorités maliennes, mais l'appétit est là. Donald Trump, la direction de Donald Trump est claire. Il n'a pas à s'ingérer, il n'aura pas à s'ingérer dans les affaires intérieures ou la direction à s'opposer à la direction souverainiste de ces trois États qui ont pris un élan auquel les Occidentaux se sont fait vous voyez. Alors, donc, je pense que oui, les États-Unis vont essayer de se repositionner encore plus fort qu'avant pour pouvoir faire face, pour ne pas laisser entre les mains de la Russie, de la Chine, et puis bon, les pays, les pays arabes qui occupent aussi une part importante dans cette zone-là, et les laisser la main libre. Donc, c'est clair. Elle est à la fois, le retour est à la fois stratégique, mais économique et militaire. Professeur Nyaka Lagoke, le Sahel, on pourrait le comprendre ainsi, semble donc être une zone clé dans la lutte contre les groupes armés. Selon Washington, est-ce que on ne pourrait pas penser que cela pourrait également être un moyen simplement de, au-delà des groupes armés, au-delà des groupes terroristes, de vouloir d'une certaine manière garder un œil sur les différents États des États africains, notamment à partir de cette zone-là, et même sur les autres acteurs qui aujourd'hui prennent de plus en plus de l'importance dans la zone. J'entends par exemple la Russie, la Chine et les autres. Oui, il ne faut pas se tromper. L'Amérique reste l'Amérique. Et donc, et quand on observe l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Afrique, on ne peut pas rêver, on ne peut pas être naïf. On ne peut pas croire que quand les États-Unis décident de s'engager en Afrique et d'avoir un nouveau type de relation avec l'Afrique, que c'est certainement pour le bien des États africains. Il faudrait que cela soit clair. C'est pour les intérêts stratégiques des États-Unis
et comme les deux panélistes, on l'a dit, c'est pour l'Amérique une opportunité pour essayer de reprendre, gagner du terrain ou encore reprendre, reconquérir des espaces qu'elle est en train de perdre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si les États du Sahel sont devenus aujourd'hui un élément, en fait un espace important parce que la Russie, la Chine, ils sont certainement attirés ou invités par les leaders au pouvoir. Et si la France veut tout faire pour pouvoir revenir, parce que la France a décidé de poursuivre en fait le Niger devant les tribunaux par rapport à l'uranium qu'elle considère comme lui appartenant, et que les États-Unis ont décidé qu'il ne fallait pas rester en reste, ce n'est pas forcément par rapport aux intérêts des pays du Sahel. C'est parce que ils ont affirmé leur souveraineté que l'Amérique dit aujourd'hui respecter, un discours qui va résonner certainement dans des milieux panafricains, et donc on pourrait croire, mais sur la base des informations que moi j'ai, d'autres informations que j'ai, c'est que je les ai eues en décembre, ceux qui veulent renverser les leaders des États du Sahel sont toujours à l'œuvre. Des intérêts, des réseaux, des Français ou des gens qui sont opposés, pour parler du cas du Mali, des gens qui sont opposés à la révolution de Assimi Goïta, auront eu des extensions ou auraient eu des réseaux qui viennent jusqu'aux États-Unis. Moi, on me l'a dit depuis décembre. Donc, aujourd'hui, pour utiliser l'expression que vous avez, c'est pour sur cet espace, et peut-être c'est aussi moyen de faire de la duplicité au cas où, comme ils disent qu'ils vont là, comme comme on dirait en anglais, elle a pouvoir avoir beaucoup plus d'influence. Et l'un de ces régimes a tombé ou bien le régime. Donc, il ne faut pas qu'on voit cela comme quelque chose qui est exceptionnel. Ce sont qu'ils veulent le pays avant que. Professeur, on a la question qui meurt un peu. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de me retenir rapidement vers Israël Larba Lompo. Le professeur était en train justement de parler du fait que les États-Unis ne viennent pas forcément pour respecter la souveraineté des États du Sahel, mais surtout pour garantir leurs intérêts. Et on se souvient, Israël Larba Lompo, que les États de l'AES, notamment le Mali, qui aujourd'hui est concerné par cet envoi des émissaires américains, a affirmé sa volonté de diversifier ses partenariats et de refuser voilà, toute tutelle extérieure. Pensez-vous que les États-Unis soient prêts aujourd'hui à coopérer, à réellement coopérer sans imposer leurs conditions? Oui, je pense que les États-Unis ont vu ce qui s'est passé avec la France, parce qu'il faut dire depuis longtemps que les États-Unis avaient laissé donc l'Afrique aux Français pour en première ligne, et puis bon, elle se passait derrière aussi pour défendre ses intérêts. Aujourd'hui, les États-Unis ont vu les limites de la France. La France n'est plus un acteur crédible au Sahel et même en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, si les États-Unis reviennent, eh ben, ils sont obligés de faire attention à ce qui a poussé la France hors de l'Afrique. Donc, ils sont obligés de faire attention et d'accepter donc les conditions de souveraineté donc des États du Sahel. C'est pourquoi le premier discours, les premiers mots qui sont sortis, c'était de revenir en respectant et en félicitant les États de l'Alliance des États du Sahel pour leur courage et leur engagement, leur politique de souveraineté qu'ils sont en train de mener contre l'impérialisme américain, français et autres. Et donc, il est évident que les autorités américaines ont compris qu'ils ne peuvent pas, même si dans le fond, ils sont incapables de se débarrasser de ce caractère impérial, alors ils sont obligés d'accepter d'accepter cette politique de souverainiste pour ne pas être jetés au dehors comme la France, parce qu'ils savent que
En fait, ce n'est pas une politique de chef d'État, mais c'est une volonté populaire, c'est une volonté, une décision des peuples d'aller vers une souveraineté vraie pour un développement harmonieux et équilibré pour tous les pays qui se sont engagés sur cette voie-là. Alors donc, il est évident que si les États-Unis veulent réellement revenir, eh bien, ils sont obligés de marcher sur cette ligne et de respecter cette politique de souveraineté empruntée par les États du Sahel. Donc, d'où leur précipitation à reconnaître donc la lutte que mènent les États du Sahel. Il faut dire aussi que quand ils parlent de lutte contre le terrorisme, il faut dire que les États-Unis, même avant Trump, sont les seuls pays qui avaient engagé des mandats d'arrêt internationaux contre des chefs terroristes comme Iyad al-Ghali, Amadou Koufa et autres, qui sont aujourd'hui confinés donc, au niveau de l'Algérie. Et je pense que la présence des États-Unis au Sahel, avec tout ce qui se passe à la frontière, le Mali avec l'Algérie, ça pourrait, si les autorités maliennes sont vraiment diligentes et stratégiques, ça pourrait, un temps soit peu, aider à résoudre ce problème-là avec l'Algérie. Et donc, oui, les États-Unis peuvent revenir et peuvent être un atout pour les États du Sahel. Pour vous, Israël Abalompoul, on peut parler aujourd'hui d'un rééquilibrage du rapport de force entre Washington et les États sahéliens. Oui, bon, parler de rééquilibrage de force, ça sera, bon, c'est trop dire, mais on peut parler de respect, de changement de vision, de changement de regard vis-à-vis des États du Sahel et des autorités sahéliennes. Et vous voyez que Trump l'a toujours dit, les pays africains doivent se battre pour résoudre les problèmes de leur population. Donc, il ne peut pas avoir un discours au niveau des États-Unis où il appelle à plus de responsabilités aux dirigeants africains et revenir condamner ces mêmes dirigeants, les quelques dirigeants qui ont décidé de prendre la destinée de leur peuple en main pour essayer de résoudre, il ne serait-ce qu'un temps, il ne serait-ce que les questions primaires, les besoins primaires de leur population. Et donc, les États-Unis ne peuvent pas se poser. Mais pour cela, on ne peut pas en parler d'équilibrage des forces parce qu'il faut dire que les États-Unis, c'est quand même une des puissances, la première puissance de la planète, même si aujourd'hui, elle est confrontée donc avec des concurrents qui ne sont pas les moindres, notamment la Russie et la Chine et l'Inde qui est en train de monter aussi en puissance, qui est à craindre. Donc, il est évident qu'on ne peut pas parler d'équilibrage, mais on peut parler de respect et de coopération gagnant-gagnant. Les États-Unis n'ont pas d'amis et c'est les intérêts c'est les intérêts énergétiques, les ressources naturelles des pays de l'AE qui les intéressent. La première des choses, c'est d'abord les Américains. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Ils ne feront pas de cadeau maintenant. Ils n'ont jamais fait de cadeau. Et ce n'est pas maintenant, avec Trump qui est assoiffé des richesses de la planète, que ça va changer. Mais on peut constater un changement de discours, les discours suffisants que les autorités françaises ont toujours eu envers les chefs d'État africains qu'ils traitent parfois comme des sous-préfets. Bon, je pense qu'avec les États-Unis, ça ne va pas être comme ça. Il y aura du respect et chacun pourra tirer son épingle du jeu. Professeur Nyaka Lagoke, Israël Abalompo dit pas peut-être de rééquilibrage de force, mais
un regard différent, une coopération empreinte de respect. Mais quand on sait que les États-Unis aujourd'hui, notamment avec Donald Trump, qui est un président très imprévisible, peuvent à tout moment décider d'investir un pays totalement souverain, peut-on réellement parler de coopération empreinte de respect lorsqu'on sait la force que représentent les États-Unis face justement aux États de l'AES et ne peut-on pas dire qu'il y a quand même rééquilibrage des forces lorsqu'on considère les alliances passées aujourd'hui entre les États du Sahel et notamment la Russie et la Chine? Oui, bon, quand Israël parlait, je suis un peu surpris d'ailleurs, quand il parle de relations gagnant-gagnant avec les Américains. Bon, les Américains, s'il faut le savoir, c'est le pays le plus impérialiste qui puisse exister dans ces 150 dernières années. Donc, l'Amérique ne sait pas ce que c'est que entrer dans une logique de gagnant-gagnant, surtout avec les pays africains. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir quand il y a en fait, il y a tellement de documents là-dessus, mais il y a une dame qui a écrit un livre en 2021, Suzanne Williams, La malice blanche, où déjà dans les années 50 et 60, quand l'Afrique cherchait à avoir son indépendance, comment déjà la CIA, les États-Unis, objectif d'aller la donc l'assassinat de Lumumba, le renversement de Kwame Nkrumah, bien qu'ils soient arrivés aux nationalistes là, même si souvent on accuse la France, on donnait ce genre de choses. Donc il n'y a pas eu de particulier dans la façon d'interagir avec les pays. Même les États qui le connaissent, on a un changement drastique. Par exemple, les investissements dans les Professeur États du Nyaka Sahel Lagoke, ou bien dans les pays. je repose la question parce que là, on vous Donc, recevait pas très bien. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas rééquilibrage des forces, vous, en ce qui concerne justement les États-Unis et les États de l'AES, quand on connaît les alliances qui existent aujourd'hui, notamment entre ces États de l'AES et la Russie ainsi que la Chine? bon, je ne sais pas ce que j'avais perdu, je vais aller rapidement. Pour moi, je ne sais pas si on peut parler de rééquilibrage des forces. Les Américains s'invitent à la table, les Russes et les Chinois y sont. Cela donne une marge de manœuvre aux leaders des États du Sahel. C'est à eux de décider ce qu'ils peuvent faire avec l'un et les autres. Et c'est à eux de savoir comment ils vont tirer parti de cette affaire. Mais pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est qu'on voudrait que les leaders ils ont une vision claire sur la question de la souveraineté et la question du panafricanisme. Et ça, ce sont des concepts que les Américains n'aiment pas beaucoup. C'est juste ce que je peux dire. Si je ne pas pour un problème de réseau, donc c'est la réponse que je donne. Soit en tout cas beaucoup mieux. Je reste avec vous, professeur Nyaka Lagoke. Lorsque vous parlez justement de la présence de tous ces États, certains évoquent la possibilité que ce désir de Washington de revenir au Mali et notamment dans les autres États de l'AES pourrait être justifié par un désir de se positionner de manière stratégique en vue de possibles conflits à portée mondiale, considérant l'Afrique notamment comme étant un excellent terrain de confrontation. Quelle est la lecture que vous en faites? Oui, bon, et ça c'est évident que les Américains cherchent à retourner, on l'a dit dès le départ, ils cherchent à avoir une certaine influence dans les États du Sahel. Et parce que ils considèrent, comme je l'ai dit au début, chaque espace sur cette terre des hommes, les Américains considèrent que cela leur appartient. Et c'est ça qu'on appelle, comment on appelle ça, on appelle une puissance planétaire. Donc, les ressources qui appartiennent à n'importe quel pays, là, les Américains estiment que quand ils veulent, là, ils s'en vont prendre ça. Donald Trump, dont on parle aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de lui quand il avait 34 ans. Et il disait que les leaders américains de l'époque, là, s'étaient trompés et puis pour ne pas aller en Iran pour aller envahir ce pays et prendre le pétrole de l'Iran. Il avait 34 ans. Aujourd'hui, Donald Trump a près de 80 ans. Donc, il y a plus de 45 ans qu'il estimait que les États-Unis devaient aller récupérer les ressources de l'Iran. C'est comme ça que les gens voient le monde. Donc, quand ils vont au Mali, au Niger, au Burkina, c'est par rapport aux ressources. Ils ne vont pas là-bas pour autre chose. Et quand ils vont là-bas, c'est pour pouvoir
étendre leur influence qu'ils semblent perdre. C'est pour cela que la France est en train de pleurnicher, parce que la France veut pouvoir maintenir son influence dans des territoires qu'elle a colonisés. Voici ce qu'il faut savoir. Alors donc, pour ne pas aller plus loin, la responsabilité incombe aux leaders africains de faire ce qui est bon et ce qui est important. Et donc, moi, je vois un acte de duplicité, si je peux me permettre de parler ainsi, parce que, et je l'ai dit, si l'Amérique est sincère, il faut investir, mettre de l'argent, car les États du Sahel ont besoin d'argent que la Russie ne peut pas donner aujourd'hui parce que la Russie est en guerre, que la Chine ne semble pas donner parce que la Chine a sa logique. Si Donald Trump est sérieux, il y a des investissements à faire. Donc voilà, il y a le métro, soit le train de Bobo Dioulasso à Ouagadougou que Ibrahim Traoré veut construire. Il y a beaucoup de raffineries à mettre sur pied au Niger. Donc bien de choses. Alors, donc, et pour le moment, les données que j'ai ne me permettent pas de dire que cela est à l'avantage des États du Sahel. Alors, je vais peut-être rester avec vous sur la question hein, du rapport de force. On sait quand même qu'aujourd'hui, l'armée malienne est classée parmi les premières puissances militaires en Afrique et que justement, elle est approvisionnée par la Russie qui régulièrement, on assiste régulièrement à des arrivées d'armes, de munitions et même d'engins de guerre. Est-ce que vous ne pensez quand même pas qu'il y a lieu de considérer vraiment cette coopération-là du Mali avec la Russie et notamment l'ensemble des États de l'AES? Oui, c'est une coopération qui est importante. C'est une coopération qui est importante sur le plan militaire. La Russie a permis ou bien encore coopération sur le plan de la sécurité doit être. Mais ça ne veut pas dire que la Russie doit que le mois exclusif avec la Russie. Voilà. Donc, pour une question de souveraineté et puis pour une question de diversification des partenaires, c'est normal, cela fait partie de la logique. Mais ce sont les Américains qui ne peuvent pas accepter que leurs partenaires puissent avoir des relations avec d'autres pays. Par exemple, ils sont allés conquérir le Venezuela et ils estiment que le pétrole du Venezuela, eux, ils le vendent, ils donnent une partie de l'argent au Venezuela pour que le Venezuela puisse payer ses factures et puis maintenant que le Venezuela ne doit pas traiter avec la Chine et le Venezuela ne doit pas avoir de rapport avec la Russie. Jusqu'à présent, la Russie ne semble pas s'inscrire dans cette logique. Bien sûr, la question de la sécurité est importante, mais le Mali, moi j'étais au Mali en mars 2024, le Mali a des sérieux problèmes d'électricité. Ils vont certainement faire des centrales nucléaires ou tout ce que vous voulez, mais la coopération avec la Russie et la Chine par rapport à la question de l'électricité, elle est trop lente. Et si les Américains peuvent vraiment les aider, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas parce que l'Amérique va traiter avec le Mali sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'investissement, que la Russie va tourner le dos, en fait, le Mali va tourner le dos à la Russie. Ce n'est pas ce que je vois. Ah, ok, je reviens vers vous, Israël Larba Lompo. Euh, on va noter hein, que dans les zones justement des États de l'AES, notamment des États de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les mobilisations populaires montrent une méfiance persistante envers les puissances occidentales dans la région. Admettons que voilà, des négociations commencent, que la coopération reprenne. Pensez-vous réellement que les populations de cette zone vont laisser faire? On a souvent vu la capacité de mobilisation de ces populations, notamment à travers leurs leaders, les leaders de la société civile. Ouais, bon, je pense que tout dépendra du comportement ou encore euh, du niveau d'engagement des autorités en place. Si les autorités en place arrivent à être très vigilantes et à être très claires envers les populations, ben, la coopération peut continuer. Mais la veille doit rester. Il faut que la population reste sur ses gardes, effectivement, pour que non seulement constituer une force pour les dirigeants, mais également pour inquiéter donc les États-Unis à dévier. Parce que la seule force qui peut tenir tête aux États-Unis, ce n'est pas nos dirigeants.
Ils n'ont rien, ils n'ont pas, ils ne voient pas en quoi les Américains, un Trump va avoir peur d'un dirigeant. S'ils sont arrivés même au Venezuela à aller enlever le président, c'est parce que au niveau du Venezuela, il y avait des fissures donc, au sein même du gouvernement. C'est ça qui a permis donc à ce que ce qui est arrivé au Venezuela puisse arriver. Et donc, si aujourd'hui les dirigeants se reposent sur leur population et évitent des actions qui vont créer des clivages de telle manière à ce que les forces d'opposition interne soient équilibrées par rapport au soutien, là, ils ne pourront pas tenir. Donc, il faut que les dirigeants puissent aller avec une politique de cohésion et une politique de sensibilisation, mais aussi une politique de devoir de redevabilité envers donc les populations pour que à chaque pas les populations soient au courant de ce qui se passe. Donc, on ne peut pas continuer à prendre des mesures qui divisent donc la population. En ce moment-là, les États-Unis, quand ils vont arriver, ben, la moindre faille sera une occasion pour eux de s'imposer ou encore de prendre le contrôle de la direction politique du pays. Ce que je voulais ajouter, c'est aussi quand on parle de la venue des États-Unis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Iran qui est en conflit, ou les États-Unis qui est en conflit avec l'Iran, le même Iran est présent au Sahel. Ce tyran-là est présent au Sahel et pour les États-Unis, ben, sa présence peut aussi nuire aux intérêts donc, des Iraniens et tout. Par rapport aux bénéfices maintenant qu'on peut profiter de cette coopération au cas où elle va avoir lieu, le doyen a fait tout de suite, a énuméré tout de suite quelques points sur lesquels on peut coopérer avec les États-Unis et des points qui ne sont pas surtout avec la Russie, la Chine et même les autres partenaires qui ne semblent pas s'accélérer ou les États-Unis, ça ne les gênerait pas. Donc, à investir dans ce domaine-là, c'est effectivement des infrastructures routières, des infrastructures agricoles et aussi dans la transformation donc industrielle de tout ce qu'on a comme richesse sur le territoire. Et je pense que si le partenariat est parti en ce sens, bon, ça peut aller. Toujours est-il que les États-Unis ne viennent pas parce qu'ils ont pitié des Sahéliens. Non, ils viennent parce que le sous-sol du Sahel contient des choses qui les intéressent. Et aussi la géographie du Sahel, sa position géographique également, ben, est une aubaine pour quiconque arrive à prendre donc, le contrôle de cette partie du monde qui fait la jonction entre les pays côtiers du golfe de Guinée et les pays du Maghreb. D'accord, professeur Nyakalago, que je me retourne avec vous justement avec cette même problématique, hein, sur justement on parle toujours en tout cas de cette coopération entre les États-Unis d'Amérique et ces États de l'AES. Quand on sait qu'aujourd'hui les États-Unis sur ce territoire on va le dire, prêtez-moi l'expression, un adversaire de poids, ou alors des adversaires de poids, notamment la Russie et la Chine. De quels moyens, on en arrive justement à cette question, de quels moyens disposent réellement les États-Unis aujourd'hui pour rétablir une véritable coopération avec les États de l'AES? Merci beaucoup. C'est une une très belle question. Les États-Unis ont plusieurs. Donc, il y a les États-Unis, je prends leur exemple, ou bien ce qu'on peut appeler la gouvernance mondiale, dirigée encore par les États-Unis. L'Amérique utilise plusieurs techniques, plusieurs tactiques. Euh, L'une de ces techniques, et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire là actuellement, ça c'est une action de charme. Ils font ça. Et donc, on vient, on dit aux Maliens, on respecte votre souveraineté parce que c'est ce que les Maliens veulent attendre. Mais l'Amérique ne change pas sa nature.
Et donc, pour le moment, donc, ils vont venir charmer, séduire, faire des promesses et puis se rapprocher. Mais pendant ce temps, la CIA fait son travail. Pendant ce temps, les différents services de renseignement font leur travail. Pendant ce temps, les investisseurs cherchent aussi à investir, en train de voir comment est-ce qu'ils vont tirer profit de l'opportunité de faire les affaires. Voici. C'est-à-dire que quand les gens, il faut comprendre, pour comprendre les États-Unis, les Américains, ce n'est pas toujours la puissance militaire. Et c'est ça que l'avantage que moi j'ai eu de vivre ici. C'est pas toujours la puissance militaire. La preuve, ce qu'ils ont fait avec Maduro, c'est venu après. Mais avant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé les failles. Ils ont cherché à savoir qui était traître, qui était prêt à vendre, qui n'était pas content de la révolution, au sein même de la révolution bolivarienne dirigée par Maduro. C'est comme ça. Donc, il y a le charme, il y a la séduction, et il y a aussi détecter les failles pour pouvoir accroître le relais des traîtres. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire au Mali, c'est ce qu'ils vont faire au Niger, c'est ce qu'ils vont faire au Burkina Faso. Si maintenant on croit qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils parlent de souveraineté, c'est une erreur. L'autre élément, la soft power. Euh, à un moment donné, Nous vous recevons, mais le professeur, on va revenir vers vous. Le temps de me retourner vers Israël Abalompo. Bien sûr, nous allons revenir vers vous tout à l'heure avec la même question. Nous allons d'abord avec Israël Abalompo. Israël, on reste sur la même réflexion, en tout cas. De quels moyens disposent, selon vous, aujourd'hui, les États-Unis pour rétablir des relations avec les États du Sahel, notamment avec le Mali? La faiblesse qui a créé donc la France, c'est-à-dire que la France, la position de la France qu'ils peuvent utiliser pour dire que, écoutez, nous n'avons rien à foutre avec la France, de toute façon, l'Europe c'est fini, la France n'est plus notre allié, n'est plus notre répondant. Donc au Sahel, nous voulons traiter d'égal à égal, voilà, comme le doyen vient de le dire, c'est pour charmer. Ça, c'est un moyen où il peut promettre donc d'être une barrière en matière de renseignement euh, euh, par rapport à la politique française qui cherche à déstabiliser constamment la région. Aussi, il y a l'Algérie. Ils peuvent essayer de parler d'intermédiation pour résoudre donc la crise qui oppose les États de l'AES à l'Algérie, qui abrite aujourd'hui la majeure partie des chefs armés terroristes, notamment Yak Al-Ghali, Amadou Koufa et autres, qui sont positionnés donc du côté de l'Algérie et qui viennent endeuiller les populations donc de l'AES. Ça, ce sont des moyens politiques qu'ils peuvent utiliser, mais au-delà de ça, il y a aussi les moyens géopolitiques qu'ils peuvent utiliser. Il y a des choses que la Chine ne peut pas, qui ne s'inscrit pas dans la ligne politique, géopolitique de la Chine, que les États-Unis ne seraient pas à opérer. La Russie également, qui n'a pas suffisamment de moyens pour aider les pays de l'AES dans tous les domaines et qui ne causera pas un problème pour les États-Unis pour investir. Et je pense que là, les États-Unis, quoi qu'on dise, ils ont intérêt à avoir un pied au Sahel. Et donc, cet intérêt va les pousser à faire des concessions sur leur propre politique, même si dans le fond, une fois implantés, ils vont continuer à créer des crises sous fausse bannière, à chercher à diviser la société sahélienne, notamment au niveau des pouvoirs politiques, essayer donc de fragiliser donc, ce mouvement afin de pouvoir avoir le contrôle du dirigeant qui sera là pour pouvoir mener sa politique comme il l'entend. Donc, je pense qu'à ce niveau, les moyens d'intervention, les propositions sont énormes. Les États-Unis ont beaucoup de cartes à offrir donc aux États du Sahel. La Chine et la Russie ne peuvent le faire. Si vous avez remarqué, avec la Russie, on a un accès facile aux armes
Mais c'est dans ce domaine seulement les choses s'accélèrent dans les armes et autres. Mais quand vous regardez au niveau industriel, c'est trop lent. Alors que pour les États-Unis, ils peuvent être un atout pour accélérer ce côté-là et bien d'autres secteurs de développement. Mais ce n'est pas gratuit. Ils viennent chercher leurs intérêts et donc à nous aussi de savoir profiter. Professeur Lagoquet, vous n'aviez pas fini votre argumentaire tout à l'heure sur la même question. Vous parliez justement hein, des opérations de charme telles que celle qui est en train d'être mise en œuvre en ce moment par les États-Unis. Là, Israël Abalompo est également revenu dessus. Mais on peut assister également à un refus hein, des autorités maliennes de céder à cette opération de charme. Pensez-vous que justement les États-Unis vont se limiter uniquement à cette opération de charme pour essayer de rétablir la coopération avec le Mali et l'ensemble des États de l'AES et voilà, ou alors vont-ils utiliser d'autres moyens? L'opération de Cham, comme je ne sais pas quel problème de réseau j'ai ici, l'opération de Cham, j'ai déjà parlé de cela, j'ai aussi parlé du soft power des États-Unis, et comme Israël l'a dit, il y a certainement des choses qui ont fait miroiter aux États du Sahel. Et même si ce n'est pas des choses qui font longtemps des pays. Donc, pour ne pas aller loin, ils ont Nous avons vraiment de la une difficulté à vous à recevoir à notre niveau, professeur. Je vais revenir vers vous, Israël là-bas, Lompo. Alors, voilà, vous avez cité tous ces moyens dont disposent les États-Unis et dont ils pourraient se servir pour essayer de rétablir justement cette coopération avec le Mali, notamment avec et également avec l'ensemble des États de l'AES. Mais l'on s'interroge quelle devrait être dans l'attitude justement des dirigeants de ces États lorsqu'on connaît tous les stratagèmes que peuvent mettre en œuvre les États-Unis d'Amérique. Oh, bon, moi, je pense que comme on n'a pas l'occasion de les rencontrer, je pense qu'ils sont bien formés et qu'ils sont bien et qu'ils ont une idée claire de leur combat et qu'ils ont appris de l'histoire de ce qui est l'histoire des nationalistes africains et qu'ils ont appris parce que Kadhafi, avant que Kadhafi ne soit bombardé, il était le chouchou des Occidentaux. Et donc, à un moment donné, ils ont enlevé toutes les sanctions. Il a même fait une tournée en Europe, et puis jusqu'à ce qu'on lui donne les stockades. Donc, je pense que les leaders des États d'Israël savent tout cela, pas que je crois, ils le savent. Donc, c'est à eux de voir comment est-ce qu'ils ne vont pas tomber dans les pièges des Occidentaux, parce que l'Amérique, on n'en a pas trop parlé, mais les États-Unis ou bien le monde occidental est en crise. C'est ça la réalité. La Chine est devenue beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus puissante. La Russie que nous connaissons aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Union soviétique des années 80 ou des années 70. Donc, l'Inde, comme tout à l'heure Israël a dit, l'Inde est en train de monter. Donc, dans ce contexte-là, les Occidentaux ont le sentiment de perdre du terrain et ils ont le sentiment que leur hégémonie est en train de s'effondrer. Et donc, quand c'est comme ça, comment ils réagissent? Généralement, c'est pas la violence. C'est ça le Venezuela. C'est ça l'Iran. Donc, en allant au Mali, ce n'est pas pour aller là-bas pour aller pour sauver, pour mettre fin aux terroristes qui sont en train d'attaquer. Ça va pas prendre beaucoup de temps, mais ils ne vont pas le faire. Et aussi, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a la France, parce que les Français, les Américains trouvaient une façon, tôt ou tard, une façon de se parler, et de se mettre d'accord par rapport à ce qui se passe en Afrique, ou encore l'Algérie, qui a des rapports assez particuliers avec la Russie, qui à un moment donné semblait soutenir le pouvoir au Mali, mais aujourd'hui on a le sentiment que les relations entre le Mali et l'Algérie ne sont pas au beau fixe. Donc dans ce décor-là, les Américains vont y aller, mais pour pouvoir profiter de la situation et pour être ce grand frère ou ce grand patron qui va tirer les ficelles. Donc voilà un peu maintenant. On espère que les amis vont pouvoir comprendre tout cela et échapper à cela. Voilà. Maintenant, s'ils avaient besoin de lancer le débat, leur population doit veiller. C'est ça la réalité, parce que c'est un processus qui peut prendre diverses formes et il ne faut pas lâcher et il ne faut pas être
il ne faut pas, il faut être vigilant. Voilà ce que je veux dire. D'accord, c'est sur cette intervention, professeur Nyaka Lagoké, que nous allons mettre un terme à cette réflexion. Le temps nous tenons déjà à la gorge. Je rappelle que vous êtes panafricaniste et chercheur. Vous êtes avec nous depuis Washington. Merci pour votre disponibilité. Là-bas, Israël Ompo, journaliste, mais surtout analyste politique depuis le Burkina Faso. Merci également. Nous serons terminer sans faire un coucou à Charlie Kenyé qui a été avec nous au début, mais qui n'a pas pu poursuivre. Malheureusement, nous espérons l'avoir dans nos prochaines réflexions. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Portez-vous bien et à demain avec un autre sujet certainement et peut-être les mêmes invités. Bonsoir.